Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. La pression s'accentue sur le gouvernement du Québec en lien avec les négociations avec le secteur public. Après le Front commun qui est allé d'un très, très fort mandat qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée, ben là, c'est au tour des syndiqués de la FIC qui ont voté à 95 % pour un mandat de grève. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Alors, on a bien hâte de voir ce que le gouvernement, est-ce que Sonia Lebel va déposer en fin de semaine, Yasmine? Oui, parce que là, on nous annonce qu'il va y avoir une bonification des offres patronales en matière de salaire. Est-ce que ça va être assez pour diminuer la pression des syndicats? Je ne le pense pas. Je pense qu'ils ont annoncé cette date-là du 6 novembre prochain comme journée de débrayage. À cela se rajoute évidemment le vote important de la FIC. Là, on voit que la mobilisation est réelle. Là. Il ne s'agit pas juste des délégués syndicaux qui sont mobilisés, mais bien les membres. Le gouvernement va peut-être bouger sur la question salariale, mais je pense pas qu'il va aller aussi loin que le 21 % réclamé, le 21 % qui a été proposé aux policiers de la SQ. Je me demande comment vont réagir les syndicats dimanche. Ce qui est certain, c'est qu'ils attendent aussi la décision de Madame Lebel, à savoir si elle va maintenir ces primes-là, là, qui sont maintenues artificiellement alors qu'elles devaient terminer il y a plusieurs mois, qui avaient été rapportées là, puis gardées au cours de la dernière décision. Ben, on devrait le savoir aussi dimanche si elle va maintenir pour encore quelques semaines ces primes salariales instaurées durant la période COVID. J'espère qu'elle va les maintenir parce que c'est pas le temps de mettre de l'huile sur le feu là, puis de faire partir la grogne de manière plus belle. Parce que si elle les enlève là, on n'entendra pas parler de la bonification salariale. On entendra juste parler de Sonia Lebel qui sabre dans les primes. Parce que, Marc-André, on a vu, entre autres, que le 9 % sur 5 ans, là, le Front commun veut rien savoir de ça. C'est inacceptable comme base de discussion. Alors là, la pression est quand même forte sur Sonia Lebel. C'est là qu'on va voir là, un peu le sérieux de la démarche. Oui, puis on crée des attentes là, un petit peu, parce que M. Legault, hier, est allé voir là, les syndiqués qui étaient proches de son bureau, du conseil où les ministres passent par le conseil des ministres. Fait que M. Legault est arrêté là. Mais moi, ma question, puis là, faut voir, je la fouille, mais pourquoi dimanche? C'est sûr qu'il faut qu'on lave les tables sectorielles, il faut qu'on les change de bord, mais pourquoi dimanche, là? Fait là, matin, là, je veux dire, à un moment donné, c'est trop important. J'imagine qu'il y a une raison technique, là. Je veux dire, si c'est dimanche, il doit y avoir une raison de négociation, de table, j'espère que ça, il y a une raison derrière ça, mais normalement, déposer rapidement, là, déposer tout de suite, qu'on en finisse, jaser. C'est bien de télégraphier que dimanche, ça s'en vient, mais je veux dire, si ces gens... Fait que dans le fond, ces gens-là, ils font quoi présentement entre mercredi et dimanche? Ils négocient sur les anciennes offres en attendant les nouvelles ou on s'occupe juste des aspects qui sont en dehors des salaires? Mais clairement, oui, il y a une pression parce que M. Legault va parler à ces gens-là. On arrive dimanche avec une nouvelle offre, mais là, si on passe de 9 à 10, ça ne sera pas assez. Là. Je veux dire, c'est clair que les syndicats vont rejeter ça. Fait que est-ce qu'on est à 11, on est à 12, à 13, à 14? Fait que c'est sûr que dimanche, là, va être une journée importante. C'est clair. En une du journal, on revient sur la lettre des 6 anciens premiers ministres concernant la réforme du système de santé. Bon, souvenons que les ex ont incité le gouvernement à reculer, entre autres, pour conserver l'indépendance des centres de recherche et des fondations. Là, deux choses. On pose la question... Et eux, qu'est-ce qu'ils ont réellement fait pour le réseau de la santé? Est-ce que leur mandat comme premier ministre aura réellement permis d'améliorer les choses? Et qui est derrière cette sortie-là? Qui a piloté cette sortie-là? Yasmine, d'abord, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Québec qui, finalement, a fait certains amendements avant la sortie de la lettre, mais n'a pas l'intention de plier davantage? Ben, je pense que c'est la bonne réaction. Québec a eu la bonne réaction dans le sens où ils ont pris la préoccupation qui est exprimée par ces 6 premiers ministres, une préoccupation
qui est réelle, là, puis qui peut s'expliquer, se justifier, celle des l'avenir des fondations et leur capacité à continuer à lever de fonds pour ces instituts-là et de contribuer à l'innovation et la recherche. Et le gouvernement a eu la bonne idée de déposer des amendements maintenant finalement l'indépendance de ces fondations puis leur capacité à lever des fonds pour leur propre organisation et leur propre institut et établissement de santé. Donc, une fois que la préoccupation a été répondue, ce n'est plus à des ex-premiers ministres de venir dire au gouvernement actuel ce qu'il doit faire dans sa vision de l'opérationnel. Ils ont exprimé une préoccupation, elle a été répondue, basta, merci, bonsoir. Ensuite, venir dire qu'il ne devrait pas y avoir de centralisation, il devrait y avoir de la centralisation, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mandat, et ils ne devraient pas rentrer là-dedans. Le gouvernement mène actuellement une opération, une réforme majeure, et je ne sais pas si ces premiers ministres-là auraient voulu voir des belles-mères leur dire que leur réforme à eux, ben c'est pas une bonne idée, puis ils devraient reculer là-dessus. Je trouve que ça manque de hauteur de la part des ex-premiers ministres que de s'embarquer dans la poutine législative d'un gouvernement qui est dûment élu par le peuple. Exprimer une préoccupation, ça va, c'est fait. À leur place, j'aurais dit merci de nous avoir écoutés et ça répond à nos objectifs. Ah, les fameuses belles-mères, Marc-André. Hein? Non, effectivement, on n'aime pas ça en politique, les belles-mères. Quand on a les deux mains sur le volant, on veut pas avoir la belle-mère assise à côté de nous qui nous dit « Tourne à gauche, tourne à droite, tu vas trop vite, ralentis, t'as coupé quelqu'un, tu vas avoir la paix, mettre ta musique et aller droit devant. » Non, je suis d'accord avec Yasmine que la réaction du gouvernement est la bonne. Surtout que quand tu lis la lettre, là, la première préoccupation, c'est au niveau des fondations, là, des sommes qui sont recueillies. Fait que si c'est ça leur point, et M. Dubé a corrigé ça, parce que tu sais, c'est quoi? C'est plus de 1000 articles, le projet de loi 15. Là. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, bon, tu le corriges, tu es réceptif à ça. Après ça, toute la question de la centralisation, la décentralisation, ça, on peut avoir également, il y a un débat qui est là, parce que, puis c'est un équilibre qui est dur à chercher, parce que pendant toute la pandémie, on a dit, c'est trop centralisé, il faut décentraliser, il n'y a plus de gestionnaires dans les résidences ou dans les CHSLD, ça prend des gestionnaires, ça prend des directions. C'est un peu le point négatif du projet de loi 20 de Gaétan Barrette à l'époque, c'est que, tu sais, exemple, à l'hôpital de Robertval, du jour au lendemain, il n'y avait plus de directeur ou de directrice générale. Là. Fait que tout ça est rendu à Chicoutimi, à 1 heure et demie de route. Fait que c'est plus difficile, le sentiment d'appartenance. C'est vrai que sur ramasser des sous, tu ne veux pas donner des sous à Santé Québec. Là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est un philanthrope, tu ne veux pas donner des sous à Santé Québec, puis là, ça se perd dans la machine. C'est moins vendeur. Tu veux le donner à l'hôpital de Roberval, ou tu veux le donner à l'Institut de cardiologie de Montréal. Mais rendu là, une fois que ça c'est réglé, ben c'est pas vrai que on peut continuer à fonctionner où ces instituts-là de recherche, ben eux sont comme pas pris en considération lorsqu'on a des problèmes de soins dans une région précise. Là. Il faut donner aux gens qui gèrent ça le contrôle de l'ensemble des établissements, puis pas juste dire, ben toi, là, t'as 10 établissements sur ton territoire, mais il y en a 7 qui donnent le contrôle, puis il y en a 3, vu que c'est des instituts de recherche, ben ça, tu peux pas leur parler, puis eux autres, ils font leurs affaires, puis eux autres, ils peuvent avoir une orientation différente des autres. Et c'est là-dessus que M. Dubé semble travailler avec son projet de loi, et les anciens premiers ministres devraient le laisser faire, et au moins qu'on l'essaye, là, au moins qu'on le mette en application. Oui. Transport en commun, on a l'impression ces temps-ci qu'il ne faudrait pas inviter au même party la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, et le maire de Québec, Bruno Marchand. Madame Guilbeault pense que certains projets commencent à coûter cher, que les factures de fonctionnement sont élevées. Marc-André, la question se pose en ce moment, en bout de ligne, qui doit payer pour ces coûts-là? Est-ce que c'est encore une fois les automobilistes? C'est du moins le souhait de la Ville, je pense? Oui, Québec, la Ville de Québec demande au gouvernement d'avoir une taxe sur l'immatriculation comme il y a dans le Grand Montréal, parce que le RTC, le réseau de transport de la capitale ici à Québec, va faire un déficit de 30 millions en 2024. D'opération, là, on ne parle pas là, pour payer pour le tramway, là, non. D'opération, 30 millions de déficit en opération pour la prochaine année. Qui paye ça, là? C'est là la question. Là. Le gouvernement, Mme Guilbeault dit « Moi, je vais payer 20 % des excédents. Le reste, arrangez-vous. »
Et là, on se retourne vers qui? Ben, vers nous, le bon vieux contribuable, hein, qui paye jour après jour pour des taxes municipales, pour des taxes scolaires, pour des L'infâme droits de mutation automobiliste. si tu déménages. Ouais, mais là, est-ce que on peut leur demander à ces organismes-là de mieux gérer également? Est-ce qu'on peut, Je pense que oui. est-ce qu'on peut faire ça? Et jusqu'à quel coût, jusqu'à quel prix on les laisse faire des déficits gigantesques? Puis après ça, bien, toute l'histoire des projets de coûts, ben là, c'est sûr que quand Mme Guilbeault nous dit ça, ben, c'est sûr que dans sa tête, elle doit parler un petit peu du tramway à Québec. Qui doit payer, Moi, Yasmine? certainement pas le contribuable. Le contribuable, là, il paye. L'automobiliste, il paye. Honnêtement, là, c'est sûr que les sociétés de transport, elles ne peuvent pas, venir quêter de l'argent, demander à Québec de payer, mais finalement pas rendre des comptes, ni d'ailleurs des services au calibre auquel on paye, mais ça les regarde pas vraiment, ils sont indépendants. Non, non. Tu veux être géré comme une société, tu veux être indépendant, ben gère tes sous comme du monde. Gère tes revenus comme du monde. Ça fonctionne comme ça. Tu peux pas demander à Québec d'imposer de nouveaux revenus, d'imposer un nouveau fardeau sur le dos des contribuables, puis toi rester dans ton petit bureau à dire ben c'est pas grave si on en fait des déficits opérationnels. Regarde, de toute manière, il y a une caisse à Québec qui va pouvoir venir éponger ça. Ça, c'est de la mauvaise gestion. Puis de la mauvaise gestion, ben il y a quelqu'un qui doit être responsable de ça. Mais c'est ça le problème actuellement, Yasmine. Moi, là, je paye plus de 50% d'impôts, OK, de mon salaire. Je suis correct. Mais avant de me siphonner à une autre scène, là, commencez donc de manière générale dans les organisations publiques à mieux gérer le budget. Moi, c'est ça qui vient me choquer à un moment donné puis qui vient me chercher. Ça suffit, là. Non, t'as raison, Alexandre, mais c'est tout le temps ça. Je veux dire, on a pris une décision là, au Québec. Là. On paye de l'impôt, puis on est plus taxé, mais on va avoir des bons services. Là. Mais parfait. Maintenant, livre. Okay? Quand je te donne 50% de mon salaire, viens plus m'écœurer après. Livre la marchandise, aide des écoles sur le sens du monde, et pas juste des corps chauds devant les enfants. Assure-toi qu'il y ait des infirmières et des médecins qui opèrent dans nos hôpitaux, puis donne-moi des services. Parce que si tu n'es plus capable de le faire, ben arrête de m'imposer, puis là, on va faire du privé. Là. Non, mais c'est là, comme si on allait manger au on est dans un système comme ça. On s'en va manger au Toki, tu payes 300$ puis on te donne un pogo. Tu sais, c'est comme l'équivalent de ça, là. Tu sais, comme... Tu t'attends pas à ça comme service. Puis il est frais à part de ça, tu sais. Comme ça marche pas, là. Comme... On vous donne de l'argent, on paye cher, on sait qu'on paye cher en impôts. Puis là, vous avez réussi à faire baisser nos attentes en service. Ça, il faut le faire. Ils ont réussi à faire baisser nos attentes. Parce que nos attentes, là, elles devraient être au plafond. Puis on les a même plus au plafond. On veut juste être servi. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre au téléphone, s'il vous plaît? Il y a personne au bout du fil. Et malgré ça, ils trouvent le moyen de nous décevoir. Là, c'est assez fou, là. Honnêtement, il faut arrêter. Ouais. Ah, mais tu sais... Le RTC, là, je veux dire, tu gères des autobus, là. Tu sais, à Québec, là, il n'y a pas encore de tramway, il n'y a pas de métro, tu gères des autobus, puis tu cales 30 millions. Je veux dire, là, viens pas me dire que tu as bien géré, là. Je veux dire, je comprends, là, la pandémie, là, mais à un moment donné, c'est fini, là. Je veux dire, là, tu peux pas arriver et dire, hey, on a tellement été des bons gestionnaires, là, mais à la fin, on est à moins 30 millions, là. À un moment donné, ça prend un peu plus de sérieux que ça, là. Ouais. Parlant de trucs incroyables, Yasmine, cette histoire du bureau d'enquête dans le journal, c'est une adolescente qui a été placée pendant 2 ans en famille d'accueil, en centre jeunesse, après une erreur de la DPJ qui aurait cru à tort que la mère de l'adolescente n'avait aucun droit sur elle. Écoute, j'ai lu cette histoire-là, puis je me disais, c'est pas possible. Je peux pas croire. Je pourtant, c'est arrivé. Qu'une des porte-paroles, là, oui, qui disait, ben, c'est difficile à comprendre ce que c'est l'autorité parentale la déchéance de l'autorité parentale versus le droit de pouvoir entrer en contact et de rester finalement en lien avec l'enfant. On a privé une fillette, une jeune fille, de la protection de sa mère, du fait d'être avec sa mère, qui était non seulement apte, mais aussi elle voulait l'avoir avec elle, qui était capable de lui offrir un milieu de vie qui se tienne, et on l'a fait varloper de foyer d'accueil en foyer d'accueil, sans jamais se poser la question comment ça se fait, qui est dans l'entourage de cette jeune fille-là. Ça, là, honnêtement, j'espère qu'ils vont être poursuivis. J'espère réellement qu'ils vont être poursuivis. Parce que ça gâche des vies, des décisions comme ça, du tournage de coin rond, là, tu sais.
C'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis le ministre Carman, là, il va devoir répondre à ça. Il va devoir répondre au fait que l'incompétence est devenue une norme à la DPJ. Une autre poursuite sur la pile, Marc-André? Oui, c'est sûr, ça s'en va là. Mais également, ce qui est triste à la DPJ et dans notre société en général, c'est qu'il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Imputabilité. Il y a quelqu'un qui est responsable, et puis personne qui est imputable. On a perdu ça. Ce qu'on a perdu en 2023 là, au Québec, là, on n'est plus imputable de rien. Fait que là, il y a des bourdes à la DPJ. On a mis une directrice nationale, mais ça continue. Là, dans ce cas-là, on a retiré l'enfant. D'habitude, c'est le contraire. Fait qu'on on chante jamais la bonne chanson. Hein? Habituellement, on laisse les enfants dans un milieu qui devrait pas, on devrait les retirer. Là, ce cas-là, la mère était apte à voir sa fille. Là, sont-ils capables, là? Tu sais? On ne demande pas de frapper pour 1000, là, mais sont-ils capables de frapper pour 950? Là? Mais on dirait que ça s'accumule tout le temps. À un moment donné, ça prend de l'imputabilité, ça prend des personnes, malheureusement, qui payent, mais c'est ça qu'on a perdu dans notre société, parce que, on se protège, puis là, les gens sont syndiqués, sont protégés, puis on peut pas mettre personne dehors. Mais à un moment donné, quand tu fais pas ta job, quand tu fais une erreur, puis ça menace des vies, il doit y avoir une conséquence à ça. Mais moi, quand on me dit qu'il n'est pas toujours facile de distinguer les droits du parent quand c'est une déchéance parentale ou le retrait d'attributs parentaux, là, c'est pas à une caissière du Super C à qui on demande ça. C'est du monde qui ont les deux mains dedans à journée longue, là, la question de la protection de la jeunesse, des droits avec les parents, là. S'ils sont pas capables de faire la distinction de ça, on a un maudit problème. On a un maudit problème pour nos enfants. Honnêtement, là, la DPJ représente un danger pour nos enfants à lire ce qui est écrit là. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. Bye-bye. Salut.